Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération, le podcast de la DCSD. Alors cette fois-ci, notre interlocuteur est venu jusqu'à nous dans les locaux de la DCSD à Paris, à son siège, pour nous parler de son rôle dans un pays un peu particulier, avec des liens historiques et étroits avec la France. Je veux parler du Liban. C'est donc avec le colonel Éric Delaprelle, coopérant militaire, que nous allons aborder de nombreux sujets sur sa mission. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Donc on va parler de votre mission, de votre rôle auprès des forces armées libanaises. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Alors je suis effectivement le colonel Delaprelle. J'arrive sur la fin de ma carrière militaire puisque j'ai 56 ans. Carrière militaire qui s'est construite autour de 4 piliers. Fondamentalement, le premier, comme essentiellement tous les militaires, un pilier opérationnel, avec une vie dans de nombreux régiments de cavalerie, à Provins, à Valence, à Tarbes, à Verdun. Puis une vie, alors ces vies en régiment ont été rythmées par des opérations extérieures. Donc j'ai eu la chance d'aller en Bosnie, au Liban, au Tchad, au Congo, en Afghanistan et dans d'autres pays. Un deuxième volet qui est un volet plus formation, puisque j'ai été instructeur à Saint-Cyr. Et puis j'ai été professeur à l'école de guerre à Toronto au Canada et aujourd'hui, dans mes fonctions de coopérant, je suis aussi détaché à l'école de guerre libanaise. Un volet relations internationales après un séjour que j'évoquais au Canada de 3 ans et puis un séjour actuellement au Liban. Et puis un dernier volet qui est un volet de communicant puisque j'ai été conseiller communication du chef d'état-major de l'armée de terre et en même temps chef du service d'information de relations publiques de l'armée de terre. Donc voilà un panorama un peu nécrologique de ma carrière dans les armées qui va se terminer à la fin du Liban que je quitterai en 2025. Alors, on reviendra sur cette dernière partie de communicant parce que ça m'intéresse pour la nouvelle partie dans laquelle vous servez aujourd'hui. Mais avant de parler plus spécifiquement de vous, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contexte général du Liban ? Alors, nous savons tous que le pays traverse une grave crise depuis plusieurs années, qu'il y a eu cette terrible explosion qui a ravagé Beyrouth et aujourd'hui une situation géopolitique dans la région qui est particulièrement tendue. Comment ça se passe aujourd'hui au Liban ? Le Liban, c'est un département français en termes de taille qui est bordé par la Syrie au nord et à l'est et par Israël au sud, et puis au large à l'ouest Chypre. Donc c'est un petit pays qui est essentiellement une montagne. Le Liban est un pays très montagneux et un pays plein de paradoxes. C'est un grand pays mais qui est petit. C'est un pays très riche en réalité, mais peuplé de plein de gens pauvres. C'est un pays où on peut faire du ski le matin et se baigner l'après-midi. C'est un pays qui est en fait au carrefour du monde et qui est justement le carrefour de toutes les spécificités du monde, le carrefour des religions, un carrefour géographique, un carrefour de mer, un carrefour de pensée, un carrefour de philosophie. Donc c'est vraiment un pays extrêmement intéressant à étudier et qui ensuite traverse ce que la sémantique moderne pourrait appeler des crises de haute intensité. C'est-à-dire que c'est un pays qui subit une crise démographique, une crise économique, une crise politique, puisque vous savez qu'il n'y a pas encore de président en place en ce moment, une crise bancaire qui est dramatique. Pour vous donner l'exemple, et on y reviendra, d'un militaire libanais, un officier supérieur libanais qui pouvait gagner 3 ou 4 000 dollars il y a encore 3 ans, aujourd'hui est plutôt à 350 dollars. Donc tout ça vous donne un panorama assez complexe qui prendrait tout le podcast à décrire si on rentrait dans les problématiques de trafic, de drogue, etc.
mais qui est passionnant parce qu'il est peuplé de gens absolument adorables, qui appartiennent à 18 communautés et qui ont appris pas forcément le vivre ensemble, mais en tout cas le vivre à côté. Pour ma part, j'habite donc à Beyrouth et j'ai la chance de voyager un peu dans l'armée libanaise. Et j'ai toujours eu le sentiment de vivre dans un pays extrêmement sécurisé et accueilli par des gens, quelles que soient les communautés, absolument adorables. Donc voilà ce cadre assez paradoxal et difficile à décrire. Et je terminerai juste en disant, la meilleure façon de décrire le Liban et de le comprendre, c'est d'y venir. Et ce Liban, il a besoin de tourisme. Et évidemment que la situation actuelle avec la guerre au sud ne donne pas a priori trop envie de venir et que la période n'est pas propice, mais que dès que les choses se seront calmées, j'invite évidemment tous nos auditeurs à venir au Liban parce que c'est vraiment un pays extraordinaire et finalement pas si loin. Très bien, c'est noté. Je conseille d'y aller. Effectivement, c'est un pays merveilleux et qui mérite le détour. Pour revenir à la DCSD, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le périmètre global de la coopération au Liban? Parce que je crois qu'en plus, vous n'êtes pas le seul coopérant, vous êtes 5, c'est ça? Oui, absolument. On est 5. Il y a, pour décrire les choses dans l'ordre, un colonel qui travaille directement au sein de l'état-major libanais, donc qui n'est pas très loin du commandant en chef, le général Aoun, et de ses équipes, et qui lui est responsable de conseiller les militaires libanais sur la transformation de leur état-major et de voir très concrètement comment on peut les aider à construire cette transformation, de quoi ils ont besoin et comment on peut les aider à planifier et à avancer. Un autre coopérant militaire est lui sapeur, donc dans le génie, et lui travaille sur tout ce qui est régiment de travaux du génie, tout ce qui est ce qu'on appelle les EOD, le contre-minage, etc., qui permet d'évoquer avec eux des projets très précis, très clairs, très concrets pour les aider sur la construction de checkpoints, sur l'arrivée d'équipes cynophiles, sur tout ce qui permet, dans le domaine du génie et de la logistique, de progresser. Un autre coopérant s'occupe de la francophonie. Vaste sujet, et c'est un combat permanent, on y reviendra tout à l'heure, pour chacun de nous, de ces 5 coopérants, de travailler au fait que le français reste, si possible, une langue de référence, et que génération après génération, notre langue puisse continuer à innerver ce magnifique pays. Et donc ce coopérant qui s'occupe de la francophonie gère les professeurs de français qui tournent dans les unités de l'armée libanaise pour offrir des cours de français. Et c'est ce qu'on fait aussi à l'école de guerre. On a un sous-officier qui, lui, est en soutien des 4 coopérants précédents. Non, j'oublie, le coopérant marine, qui n'est pas le moins important, qui est arrivé l'été dernier et qui, lui, est évidemment au sein de l'état-major de la marine libanaise et qui vise à voir comment on peut les aider à remonter en puissance cette marine et à travailler avec eux dans ce domaine de la mer. Un sous-officier est donc responsable du soutien de ces 4 coopérants plus MAPOM pour nous aider à gérer le budget que la DCSD met à notre disposition et tous les aspects logistiques qui nous permettent de gagner du temps pour nous être plus sur le terrain au contact de l'armée libanaise et être débarrassés un peu de ces contraintes quotidiennes. Donc c'est une équipe assez riche qui travaille en liaison évidemment avec la mission de défense qui est à l'ambassade pour coordonner cet ensemble, puisque vous voyez qu'au Liban, il y a donc un ensemble ambassade à la mission de défense, 5 coopérants insérés dans l'armée libanaise et tous les éléments français de la FINUL qui sont dans le sud du Liban, puisque nous avons 700 militaires français sur le terrain au Liban. Alors ça, on y reviendra justement, mais alors avant de parler de vous, et puisque vous venez d'évoquer le sujet, mon colonel, on parle encore français au Liban et la DCSD y joue un rôle aujourd'hui? Alors, on parle encore français, oui, mais c'est un combat permanent. Si je prends l'exemple de mon chef à l'école de guerre à Beyrouth, c'est un chiite qui, lui, ne parle quasiment pas un mot de français. On voit que le français se parle surtout dans les communautés chrétiennes, que les Libanais, en général, sont très contents d'entendre parler français et viennent avec grand plaisir échanger quelques mots en français, que les plus anciens parlent très bien le français et un très beau français très riche, et que les plus jeunes parlent davantage un franglais qui nécessite qu'on soit attentif à cette évolution. Et évidemment, la DCSD joue un rôle parce que si on prend un exemple particulier, moi, DCSD, vous allez voir que sur des petits budgets, on fait des choses assez magiques. Pour 2 500 €, ça parle aux contribuables qui nous écoutent, pour 2 500 €, on crée 2 petits déjeuners par mois où 50 officiers supérieurs libanais suivent des cours de français pendant 2 heures en mangeant un croissant
donc autour de la gastronomie française, et en échangeant sur différents thèmes. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que c'est imposé depuis cette année. Tous les officiers qui arrivent à l'école de guerre passent un test de français en septembre, et puis grâce à ce budget mis en place par des CSD, suivent 2 fois par mois un cours de français obligatoire qui leur permet à la fin de l'année d'atteindre un niveau raisonnable en fonction du niveau initial pour pouvoir échanger en français sur des thématiques aussi vastes que la gastronomie, la crise, l'économie ou les problèmes politico-religieux. Bon, et savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine à la fin du petit déjeuner. Il y a une vraie question là-dessus sur l'enseignement du français. Absolument. Il faudra que des CSD me donnent un petit peu plus d'argent pour pouvoir répondre à cette problématique. Bon, on va parler un petit peu plus de vous maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos fonctions? Vous faites quoi concrètement, vous, mon colonel, dans l'armée libanaise? Alors moi, je dirais 3 choses. J'ai un fauteuil et un siège à l'école de guerre. C'est-à-dire que c'est mon centre de gravité. C'est là où l'armée libanaise a la gentillesse de me donner un siège. Et donc j'appartiens déjà à cette équipe de commandement de l'armée libanaise, c'est-à-dire une équipe d'une vingtaine de cadres, dont la majorité sont des généraux d'ailleurs, puisque on a un avancement par classe et par promotion au Liban qui fait qu'aujourd'hui, de façon conjoncturelle, on a un certain nombre de généraux. Donc j'évolue dans un environnement à l'école de guerre de cadres qui forme 2 cours tous les ans. Un cours du niveau de l'école de guerre en France, à peu près de 60 personnes, et un cours de chef de bataillon, un peu notre diplôme d'état-major en France, à peu près du même effectif, celui-là 2 fois dans l'année. Et donc l'idée, c'est déjà de conseiller le patron de cette école et de créer des liens avec l'école de guerre en France. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Il faut bien voir que le Liban est dans une crise de survie. Je vous disais tout à l'heure à peu près le montant gagné par un officier supérieur libanais. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez illustratif et qui nous éloigne, mais pas tant que ça, de l'école de guerre. Moi, j'ai la chance d'avoir un conducteur qui est un conducteur libanais, qui s'appelle Jean. Jean, il gagne $100 par mois. Jean, il a un petit garçon qui s'appelle Charbel, et il a une femme, Nour, qui aussi gagne $100 par mois parce qu'elle est militaire. Ça fait $200 à 2, pour un niveau de vie qui est supérieur à... Enfin, le prix de l'alimentation est plus cher qu'à Paris. Ça veut dire que Jean et Nour et leur petit Charbel, tous les matins, Jean, il arrive au boulot à 7h30 et il repart en milieu d'après-midi pour $100. Ça veut dire que on a face à nous des gens qui sont plus dans une phase de survie que dans une phase de projection sur un monde normal. Et donc dans cette école de guerre, il ne s'agit pas tellement de leur inculquer les derniers savoir-faire mis à jour par l'OTAN, mais davantage de savoir comment on peut faire pour trouver des livres, comment on peut faire pour trouver des instructeurs de bon niveau, si possible bilingues, voire trilingues, comment on peut faire pour mettre en place un certain nombre de process qui leur permettent de rester au meilleur niveau possible dans un contexte dégradé. Donc, pour revenir sur DCSD, ça veut dire, par exemple, la DCSD a payé l'année dernière une belle bibliothèque à l'école de guerre libanaise. Et à Beyrouth, on a une superbe bibliothèque avec des livres donnés par l'école de guerre française, avec des livres donnés par l'école de guerre terre, aussi à l'école militaire, et qui font que dans cette bibliothèque, dont l'insigne d'entrée est l'insigne de la DCSD, de la coopération militaire française au Liban, avec une citation du général de Gaulle bien connue sur la culture générale, voilà un impact fort de ce que la France apporte à l'école de guerre au Liban par mon intermédiaire, mais qui est assez anecdotique. Un autre aurait fait autre chose et sans doute beaucoup mieux. Mais voilà ce que la DCSD apporte concrètement et structurellement à cette école de guerre. J'ai un autre siège qui est celui, et qui est très intéressant, de m'occuper de brigades de l'armée libanaise. C'est-à-dire que je récupère par le truchement de la DCSD ou de l'état-major des armées un budget qui permet de faire vivre 2 brigades qu'on a ciblées essentiellement, une brigade au nord, Tripoli, et une brigade à l'est, Baalbek. Pourquoi 2 brigades et pourquoi celle-là? Tripoli parce que on est sur le nord de Liban. Quand on regarde une carte face à soi, à gauche, on a la mer, au milieu, on a la vallée, et à droite, on a la montagne. C'est cet axe-là, la plaine qui se situe à l'ouest du Liban, qui fait que on peut avoir par Tripoli une entrée massive de clandestins syriens qui fuient évidemment la misère du régime syrien pour rentrer au Liban. Il est important pour cette brigade, commandée par un général sunnite extraordinaire, avec qui j'entretiens des relations exceptionnelles, de pouvoir bénéficier de financement et d'aide dans des projets pour contrôler ce couloir fort d'immigration. Ça veut dire concrètement qu'on a pu lui financer les caméras qui permettent aujourd'hui de contrôler les 26 000 véhicules qui tous les jours passent du nord au sud et du sud au nord. Et c'est donc grâce à ces investissements que régulièrement, depuis 1 an, l'armée libanaise peut, par les biodata des données des voitures et par les vidéos de ces caméras performantes,
retrouver des vols de voitures, retrouver un certain nombre de gens qui ont commis des exactions ou des clandestins qui s'infiltrent ou qui chercheraient à s'infiltrer. Ça, c'est l'action de la France. Donc c'est ce budget finalement pas très grand qui permet de contrôler les flux dans cette brigade. Si on prend la brigade de l'Est que j'évoquais, Baalbek, c'est la région où se développe le trafic de Captagon. Captagon, c'est cette drogue chimique qui se développe de façon industrielle au Liban singulièrement, dont évidemment on peut tous craindre qu'elle abonde dans le reste du monde, Moyen-Orient et Occident. Et c'est donc par le financement de cette brigade, et ça veut dire quoi le financement de cette brigade ? Ça veut dire leur payer les moyens de pouvoir avoir la formation nécessaire pour surveiller toute cette zone-là. C'est-à-dire une chambre d'opération, comment ça marche, comment je contrôle. Donc on a des détachements qui viennent les former sur l'organisation intellectuelle de ce genre de manœuvre. Et puis des caméras qui permettent sur les différents checkpoints ralliés à cette chambre d'opération de surveiller toute la zone. Voilà 2 exemples un peu concrets de comment DCSD permet très concrètement, dans un jeu donnant-donnant, pourquoi donnant-donnant, je vais vous l'expliquer, d'être efficace. Donnant-donnant parce que moi, mon leitmotiv en tant que coopérant, il y en a 2. C'est me réveiller le matin en me disant « Rappelle-toi que tu n'es pas chez toi et que adapte-toi bien aux critères et aux logiciels intellectuels de l'endroit. » Mais surtout, de bien comprendre que si j'aide le Liban, mon périmètre numéro 1 intellectuel, c'est comment j'aide la France aussi. Donnant-donnant. C'est-à-dire que ce que je fais à Tripoli ou ce que je fais à Baalbek, c'est bon pour le Liban, mais c'est aussi bon pour la France. On n'est pas dans une démarche charitable. C'est pas du tout l'esprit. On est dans une démarche donnant-donnant et on apprend aussi, et on pourra en parler tout à l'heure, beaucoup de cette armée libanaise. Voilà. Et puis le dernier périmètre de mon travail, moi j'étais chef du service d'information de relations publiques de l'armée de terre et en arrivant là-bas, je me suis dit c'est intéressant de voir comment dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine de l'influence au sens large, parce que certains opposeraient communication, influence, etc. On peut en débattre toute la nuit. Ça reste des périmètres relativement proches. L'idée était de me dire comment je réussis, dans mon petit périmètre, à essayer de convaincre des gens que ce que fait la coopération militaire, c'est du concret et c'est tous les jours. Et on m'a donc ouvert un petit compte Twitter de la mission de défense qui, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a ouvert, on est à peu près à 360 posts, je pense, donc à peu près 1 post par jour. Et donc tous les jours, on montre ce qu'on fait, très concrètement, qu'est-ce que font les coopérants, jour après jour. Et pour montrer à un public cible que je privilégie être plutôt des Libanais, ce qu'on fait. Et je termine juste en vous disant, c'est d'autant plus important qu'on est connecté sur le réseau du chef d'état-major de l'armée libanaise. Et pour vous donner un exemple du poids de la diaspora libanaise, le général Aoun, en followers sur Twitter, il a 500 000 followers. Pour vous donner un comparatif, le chef d'état-major de l'armée française, il en a 50 000. C'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée libanaise, il a 10 fois plus de followers que le chef d'état-major de l'armée française, qui a déjà un succès très honorable. Donc on a tout un périmètre d'influence par les réseaux sociaux, par la communication, que j'essaie de développer aussi un petit peu avec mes modestes moyens, et la DCSD m'y aide, et elle pourra encore m'y aider grandement une fois qu'elle sera convaincue de mes arguments par ce podcast. Je reprends juste à quelque chose que vous venez de dire à l'instant sur le fait de se lever de là le matin et de se dire je suis pas chez moi. À première vue, un leitmotiv que vous aviez déjà quand vous étiez en poste au Canada. C'est quelque chose qui doit s'appliquer chez les coopérants en général. Il faut se dire ça tous les jours quand on se lève. Ouais, je pense qu'il faut se dire ça tous les jours parce que on aura vite fait de juger par nos critères occidentaux, démocrates, par une certaine éducation. Et en fait, on s'aperçoit, au Liban, il y a 18 communautés. C'est fascinant de voir que tous les gens que je rencontre sont pleins de bonne volonté. Pour autant, beaucoup sont prêts à se faire la guerre. Ils sont prêts à se faire la guerre non pas parce que ils ont envie de faire la guerre, ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre. Ils sont vraiment globalement très post-traumatiques de la guerre des années 90, très post-traumatiques de l'explosion du port, très post-traumatiques des crises qu'ils subissent. Et le Libanais n'a absolument pas envie de faire la guerre, à peu près toutes catégories confondues. C'est mon appréciation et c'est ma perception. Pour autant, ils ont chacun vraiment des perceptions du monde différentes, des perceptions culturelles différentes, des perceptions religieuses différentes, et chacun se tourne vers ses convictions pour se persuader que l'autre a tort. Et quand le dialogue n'est plus possible, effectivement, la guerre devient un seul recours. L'idée étant de ne pas tomber soi-même dans ce piège-là en arrivant avec des conceptions arrêtées d'un certain nombre de choses, mais bien de s'adapter quand on discute avec un sunnite sur ce que c'est que l'histoire de ces gens-là, bien quand on discute avec un chrétien, et chaque chrétien est différent, j'ai envie de dire, dans sa perception des problématiques, ou avec un chiite, à chaque fois de se mettre en posture, de se dire « ce n'est pas ma vérité, c'est leur vérité qui compte parce qu'ils sont chez eux ». Et donc j'écoute ce qu'ils ont à dire, je l'apprécie ou pas,
Et à cet égard, après les attaques du 7 octobre, c'est vrai que la perception des différentes communautés peut perturber un occidental que nous sommes. Pour autant, on écoute, on analyse, on comprend, et puis si on n'est pas d'accord, on n'est pas coopérant. Très bien. Vous avez parlé des projets qui ont été montés avec les brigades. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez pris en cours, ou peut-être que vous avez, montés, qui sont en route en ce moment ? On a toujours plein de projets. La vraie problématique qui se joue, c'est une problématique financière en réalité. C'est-à-dire qu'il faut être lucide dans les projets qu'on monte. Il faut évidemment être ambitieux et audacieux, mais il faut être conscient de l'état des finances publiques et de ce que DCSD peut être en mesure de nous donner en fonction des arbitrages par rapport à tous les autres pays. Le Liban, dans mon esprit à moi, évidemment, est prioritaire puisque j'habite au Liban. Je conçois que pour quelqu'un qui est coopérant au Maroc dans un autre pays, la situation qu'il côtoie tous les jours est prioritaire par rapport à la mienne. Donc l'idée, c'est d'être audacieux, ambitieux, mais raisonnable. Donc il faut avoir des projets qui s'inscrivent dans la durée et qui permettent d'aller au bout. Sur le plan de l'école de guerre, moi je rêve aujourd'hui, et je leur propose, et j'espère que ça se fera, de faire créer au Liban un syndicat trilingue. Un syndicat, c'est un groupe de travail. Quand j'étais au Canada, j'étais émerveillé comme professeur de groupe de voir que les Canadiens avaient intelligemment créé un groupe bilingue. Bilingue, ça veut dire, au sens auquel ils l'entendent, un groupe où chacun parle la langue qu'il veut. Dans le reste du groupe, les autres doivent le comprendre. Chacun rend sa copie dans la langue qu'il veut. Il sera corrigé par un professeur capable de corriger dans les deux langues. C'est ça le vrai bilinguisme. Au Liban, je leur vends intellectuellement que ce qui peut vraiment attirer des stagiaires occidentaux et beaucoup de gens, c'est de créer un groupe trilingue. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre l'anglais de côté, c'est absolument imparable et tout le monde parle cette langue-là, l'arabe et le français. C'est-à-dire que si le Liban réussit à créer dans son école de guerre un groupe trilingue, c'est-à-dire qu'autour de la table, on a 20 personnes, chacun parle la langue qu'il souhaite de ces trois langues, il peut être compris par les trois autres et sa copie sera corrigée dans une des trois langues, le Liban deviendra un pays exemplaire dans le monde arabe et occidental à la fois, puisqu'il est au carrefour de tous ces mondes-là, pour attirer des gens. Je pense qu'on va y arriver, ça ne nécessite pas d'argent, ça nécessite de la force de conviction. Et pour sauver le français, il faut juste le présenter non pas comme étant remplaçant de l'anglais, mais comme étant complémentaire. Donc ça, c'est un projet. Et puis pour continuer dans la durée, moi je souhaite aider encore un peu plus les deux brigades qu'on évoquait tout à l'heure, en termes de formation et en termes de budget un peu plus logistique venant de l'état-major des armées, pour pouvoir conforter leur posture. Dans la zone nord, il y a un endroit qui s'appelle Château Français. C'est un nom qui ne nous laisse pas indifférents et qui est un lieu stratégique où ils ont besoin de continuer à amplifier des travaux pour y installer des bataillons, pour surveiller ces points névralgiques. Voilà des projets qui ne sont pas très directement dans le domaine de la formation, mais dont je reste persuadé que je peux continuer à convaincre des CSD qu'il me faut m'aider financièrement pour pouvoir continuer, y compris dans ces budgets-là, qui sont en fait directement liés à la formation, parce que quand on a des infrastructures qui permettent d'y faire venir ensuite des militaires français pour faire de la formation, c'est toujours plus facile. Alors, vous disiez tout à l'heure, on en parlait un petit peu, bon, le Liban est un pays sous tension, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Les militaires des forces armées libanaises sont extrêmement sollicités. Moi, j'ai une question, c'est comment se place un coopérant qui travaille au sein de ces forces armées libanaises, mais qui est parallèlement aussi de la même nationalité que des forces armées étrangères qui sont en place là-bas, en l'occurrence la force intérimaire des Nations Unies au Liban, les casques bleus français. C'est pas un peu schizophrénique de se retrouver, alors c'est pas entre les deux, c'est pas la bonne image, mais c'est un petit peu particulier comme position, non ? Alors, on en vient sans doute à la partie la plus complexe de ce podcast, mais qui est passionnante. La force de la France et son honneur, c'est d'être capable d'être assez ambivalente sur des sujets parce que le monde est complexe. Quand on vit au Liban, on s'aperçoit assez vite que ce qui fait Liban d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce qui unit les communautés par l'éducation qu'elles ont reçue, par la formation qu'elles ont reçue, et je crains que ça n'aille pas en s'arrangeant, c'est que l'ennemi reste au sud. C'est-à-dire que pour la grande majorité des Libanais, l'ennemi, c'est le pays du Sud, c'est-à-dire un pays qui s'appelle Israël. On a évidemment plusieurs fois dit notre soutien à Israël et le fait qu'Israël est un pays ami. Mais à la fois, on est évidemment au Liban, avec nos amis des forces armées libanaises, par la coopération amis de ce Liban et amis de ces forces armées libanaises. Donc la grande complexité, mais aussi le grand honneur et la grande classe, si j'ose dire, de notre armée française et de la coopération, c'est d'être capable d'avoir cette ambivalence intellectuelle qui fait que
l'ennemi de notre ennemi n'est pas forcément notre ennemi et qu'on est capable de se positionner intellectuellement et en aide dans des positionnements qui sont plus complexes. On en a parlé rapidement tout à l'heure dans votre CV, mon colonel. Vous étiez déjà venu en mission au Liban en 2000. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous depuis maintenant 24 ans ? Je pense que ce que je disais tout à l'heure, la crise de haute intensité. Quand je suis passé au Canada, mon leitmotiv vis-à-vis de mes officiers canadiens, c'était de leur dire « Votre plus grand problème, c'est que vous n'avez pas de problème ». Je voulais leur dire par là que quand on est dans un pays où la carte stratégique, c'est au nord des ours, à gauche de l'eau, à droite de l'eau et en bas des amis, quand on a la première réserve d'eau du monde, quand on est 35 millions là où on pourrait être 400 millions, quand on a un système d'immigration très sélectif en réalité et même choisi, quand on a la chance, quand on perd son travail, d'en avoir un le lendemain, on est dans une logique intellectuelle qui n'est pas la même que quand on est face à une adversité absolue. Au Liban, c'est l'adversité absolue, c'est-à-dire que c'est tout le contraire. Leur plus grand problème, c'est qu'ils ont des problèmes. Et ils ont donc su créer un système de débrouillardise absolue. Ce qui a changé, c'est, et pour vous donner un exemple qui comparera à la France sans juger, mais c'est toujours intéressant, avant de partir au Liban, ma voiture est tombée en panne. J'ai mis 5 semaines pour avoir un rendez-vous, 5 semaines pour récupérer les pièces et j'ai payé une facture de l'ordre de 1 500 €. La même panne au Liban, je suis dépanné le lendemain matin pour $50. Alors la qualité n'est pas la même, évidemment. Mais elle roule. Mais elle roule. Et on est vraiment dans un système où la débrouillardise est absolue. Ce qui a changé, c'est, pour redonner un autre exemple, quand je discute avec des Libanais et qu'on parle un peu de la situation actuelle, certains me disent, c'est que ça nous fait réfléchir quand même, vous savez, si jamais demain on était à nouveau envahi, en réalité ça nous ferait moins mal que la fois d'avant, parce que la fois d'avant on a touché nos infrastructures en termes d'eau, d'électricité. Aujourd'hui en fait on est tous autonomes, on a tous des groupes électrogènes, on a des filtres à eau. Donc on est vraiment dans un pays qui est devenu complètement focalisé sur comment on se débrouille quand ça ne va pas. Dans notre logique occidentale, quand on fait une vision stratégique, on part du principe que les matières premières sont là, on part du principe qu'Internet fonctionne, on part du principe que tout va bien. Et puis ensuite, on spécule intellectuellement sur comment ça peut se produire. Eux, ils partent d'un principe simple, c'est on n'a rien, comment on fait ? Ça tire vers le haut quand on est dans cette logique-là. Donc ce qui a, à mon avis, fondamentalement changé, c'est le principe que même si le sourire n'a pas changé du Libanais, il est vraiment dans une posture intellectuelle d'une débrouillardise incroyable. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur une problématique que nos chefs d'état-major utilisent régulièrement, qui sont les forces morales. C'est-à-dire que moi, je suis entouré d'une population, et de militaires singulièrement, qui sont des gens qui sont dotés d'une force morale assez incroyable et d'une capacité de débrouille qui est remarquable. Je pense que c'est ce qui a changé depuis 20 ans. Est-ce qu'un coopérant français, j'insiste bien là-dessus, il a une place particulière au Liban ? Oui, parce que les Libanais aiment beaucoup montrer que, pour les plus anciens d'entre eux, ce que je disais tout à l'heure, qui parlent français. Ensuite, oui, parce que le Liban aime bien la France et la France aime bien le Liban. Moi, je me plais à dire à mes amis libanais que si on fait un sondage dans la rue en France aujourd'hui et qu'on s'amuse à mettre un certain nombre de pays sur la liste et que dans ces listes, il y a le Liban, je suis persuadé que par notre éducation, par notre histoire, par ce qu'on a entendu, par notre formation, le Liban reviendra toujours dans le top 3 des pays pour lesquels les Français ont beaucoup d'affection. Il en est exactement de même pour le Liban, parce que la France a cette posture assez équilibrée qui fait, et le dernier exemple, c'est la période qui suit le 7 octobre. À part les étudiants qui sont entrés en France pour des raisons qu'on comprend bien, mais tous les étudiants de tous les pays du monde sont entrés. Les seuls qui sont restés, les seules familles qui sont restées, c'est les Français. Moi, j'ai vu autour de moi tous les ressortissants étrangers partir, les coopérants étrangers partir. Et j'ai vu que les Français qui restaient, et les Libanais me regardaient et venaient me voir tous les matins en disant « mais merci ». Parce que vous apportez de la sérénité dans un environnement qui pour nous est extrêmement anxiogène. Et si vous restez, c'est que vous devez savoir des choses et que ça va bien se passer. La DCSD, aujourd'hui, c'est un organisme qui est unique au monde. Il n'y a pas de pendant ailleurs. Comment vous, avec un fort marquant de communicants, vous percevez cette direction aujourd'hui, maintenant que vous y servez depuis 1 an et demi ? Alors, que ça soit comme outil de la coopération, évidemment, mais aussi comme un outil de communication pour la France ? Alors c'est facile quand on est vieux parce qu'on ne risque plus rien, donc si je voulais critiquer, je le ferais vraiment facilement. Non, c'est appréciable parce qu'on a d'abord un organisme qui est proche, c'est-à-dire qu'on sait qui on peut appeler quand on peut appeler, on voit assez clair sur les priorités, sur les directives. En termes de com,
Je ne jetterai pas des fleurs à celles qui s'occupent de tout ça, mais l'intention y est parce que ça marche remarquablement bien et que la DCSD a aujourd'hui une visibilité de plus en plus grande et qui n'est pas pour la DCSD. C'est pas communiquer pour communiquer, mais c'est nous aider, chacun des coopérants que nous sommes dans les différents pays du monde, à avoir un outil qu'on peut utiliser assez facilement pour montrer que la coopération, ce n'est pas des mots, c'est des actions. Et donc j'ai souvent dit quand j'étais chef du CIRPATER que je ne faisais pas de la communication, mais de la communication. Et que pour moi, le podcast qu'on est en train de faire et toute la communication mise en place autour de la DCSD, c'est bien pour faire de la communication. C'est parce que tous les jours, il y a des gens qui se battent pour faire des choses et qu'il faut les montrer. Et qu'il ne faut pas qu'on complexe sur ce qu'on fait, mais au contraire, ce que je dis souvent à mon environnement de travail libanais, ça ne sert pas à grand-chose de faire si on ne le montre pas. On a un devoir vis-à-vis de nos contemporains, français singulièrement, de leur montrer que l'argent qui est mis à nos dispositions, nous coopérants par les Français, on y tient comme la prunelle de nos yeux, qu'on ne dépense pas ça n'importe comment, et que des petites sommes font des merveilles. Je disais tout à l'heure, 5 000 €. Quand on me donne 5 000 €, je fais boire à peu près 500 soldats de l'armée libanaise, toute la journée. Donc des petites sommes font des merveilles, et il faut le dire. Je parlais tout à l'heure des caméras qui contrôlaient 26 000 véhicules par jour. Une petite somme permet effectivement de montrer que c'est grâce à la France qu'aujourd'hui, le flux qui passe sur la route du nord au sud à Tripoli, c'est la France qui le paye au Liban. Évidemment, en contrepartie d'autres choses. Et j'ai pas eu encore cette question, mais je voudrais y répondre, à la méthode de Georges Marchais. Aujourd'hui, j'apprends autant de l'armée libanaise que je peux essayer de leur apprendre. Pourquoi ? Parce que j'apprends ce que c'est que le leadership. Le leadership, moi, quand j'étais à Kouit-Kidon, on m'a fait beaucoup de phrases en me disant « commander, c'est aimer, commander, c'est etc. » Oui, mais dans l'armée libanaise, commander, c'est nourrir. C'est les besoins primaires. C'est-à-dire que le général sunnite que j'évoquais tout à l'heure, qui commande le Nord, et comme tous les généraux, il a réuni tous les lopins de terre qui appartenaient à ses soldats. Il a gentiment mis la pression aux petits maires des communes à côté en disant « on assure votre sécurité, il faut nous donner un coup de main ». Et donc, ils ont mis en commun tous les lopins de terre, et le général, il donne petit déjeuner et déjeuner tous les jours à sa brigade. L'amour de ses soldats, elle vient de là. C'est-à-dire qu'ils sont peu payés, hein. Donc elle vient du charisme du chef qui passe par un leadership qui consiste avant tout à satisfaire les besoins primaires. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que la coopération, c'est aussi apprendre de l'autre. Et vraiment, la DCSD pourrait d'un côté se dire, voilà tout ce qu'on apporte aux autres. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est en fait, voilà tout ce que la DCSD reçoit des autres. Et le militaire français, aussi vieux soit-il que je sois, en fin de carrière, il apprend plus au Liban que peut-être à l'école de guerre en son temps, il y a une dizaine d'années. Parce que je suis dans un autre environnement. Et ça, c'est vraiment une plus-value que la DCSD doit aussi enregistrer pour innerver ces différentes expériences dans le reste de notre armée. J'évoquais par exemple tout à l'heure les forces morales. Comment on fait pour vivre quand tout est en crise ? Je pense qu'un des pays essentiels aujourd'hui, c'est le Liban pour apprendre ça. Bon, alors vous avez répondu à la question que j'allais vous poser juste après. Donc j'ai une question un peu récurrente. Vous avez un de vos camarades qui vous appelle en disant on me propose ce poste pour vous relever au Liban. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut venir ? Vous allez lui dire quoi ? Je vais lui dire que c'est confortable de venir sans enfant. Parce que je pense que s'il faut gérer l'affaire de la scolarité, c'est pas très simple, parce que ça nécessite de prendre une voiture, de partir dans les écoles, qu'il y a beaucoup d'embouteillages, et que moi j'ai la chance d'y être juste avec mon épouse, mais j'ai vu mon grand âge, les enfants sont vieux, donc on y est tous les deux. À deux, c'est facile. C'est d'autant plus facile qu'on est quand même dans un pays où, au-delà du fait que je ne ressens aucune insécurité à Beyrouth, mais quand la crise est arrivée, on sent qu'on est quand même dans un pays où l'évacuation de ressortissants est un concept qui existe et qui peut se jouer. Pas à tout moment, mais ça peut arriver. Donc c'est plus facile de gérer tout ça quand on est deux. Donc si on peut avoir des enfants qui restent en France, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des ménages qui sont là-bas avec des enfants et qui vivent ça très bien. Mais moi, je considère que c'est plus compliqué dans ce genre de pays où des scolarités peuvent s'arrêter en cours d'année, etc. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même un environnement. Ce que je dis aux Libanais, vous avez de la chance, tous les matins, la lumière est allumée. C'est-à-dire qu'il y a un grand soleil. Et qu'on ne te pose pas les problématiques de se dire « mon Dieu, il fait encore mauvais ». Je suis dans le nord de la France ou dans d'autres endroits parfois un peu austères l'hiver. Au Liban, il fait beau toute l'année, ou quasiment.
Au Liban, on a cette chance d'être dans un environnement où effectivement on peut faire du ski le matin et aller au bord de la mer l'après-midi. Encore une fois, nonobstant les problématiques de crise. Là, je suis en train d'écrire les effets positifs. Au Liban, on rencontre que des gens adorables. Au Liban, on a la nourriture la plus saine du monde, si on ne prend pas trop de desserts. Au Liban, on voit des endroits extraordinaires, même si en ce moment, par la crise, c'est un peu plus compliqué d'y aller, mais le site de Baalbek, c'est un endroit absolument exceptionnel. Byblos, la ville peuplée la plus ancienne du monde. Batroun, Tripoli, un émerveillement. Tyr, c'est magique. Donc on est sur des distances qui se font rapidement. De Beyrouth au nord du Liban, on met 2 heures, et de Beyrouth au sud du Liban, on met 2 heures. Et à l'est, on met à peu près 2 heures aussi. Donc évidemment, je ne peux que conseiller aux gens de venir parce que, au-delà du tourisme que j'évoquais tout à l'heure, à ceux qui voudraient me remplacer, ils seront forcément bien à partir du moment où ils ont cette agilité intellectuelle. Alors je ne dis pas que je suis agile intellectuellement, c'est pas ce qui a reflété la plupart de mes notations. Mais je pense que ça permet quand même d'avoir une ouverture sur le monde qui est assez exceptionnelle parce que, et pour reboucler ce que je disais tout à l'heure en introduction, on est au carrefour du monde. Est-ce que vous êtes un coopérant heureux ? Bah oui, je suis un coopérant heureux parce que j'évolue dans un environnement propice à un vrai épanouissement intellectuellement, possibilité de faire du sport sur place, rencontre de gens extraordinaires, et puis des conditions, encore une fois, financières qui me sont fournies par la DCSD pour développer des projets qui sont honorables. Évidemment, j'ai toujours besoin de plus, mais on peut travailler dans des conditions satisfaisantes et faire rayonner l'influence de la France dans ce cadre-là. Donc évidemment, je suis absolument heureux. Sinon, je ne serais pas venu là. Merci pour ce témoignage, mon colonel. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.